Réseaux sociaux, jeux vidéo, travail scolaire, les écrans sont omniprésents dans la vie des adolescents. Quand je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de retourner sur mon téléphone ou la PS5. Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à alerter sur les dangers. La seule comparaison qui me paraît valable, c'est l'alcool ou des drogues dures. Mais comment faire face à un système qui encourage le tout numérique? Moi, je freine, et en face, il y a l'école qui demande. Entre injonctions contradictoires et lobby de la tech, certains parents et enseignants ont décidé de résister. J'aime bien les jeux vidéo parce que ça m'apprend la créativité, ça peut m'apprendre plein de choses et tout. Ryan a 13 ans, il est en 5e et comme 9 enfants sur 10 de son âge, il possède un smartphone. Son truc à lui, les jeux vidéo. Des jeux gratuits en ligne auxquels il jouait tous les jours, il y a encore quelques mois. Quand je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de retourner sur mon téléphone ou la PS5. J'avais vraiment pas envie de faire mes devoirs. J'avais vraiment envie de rester tout le temps chez moi dans ma chambre, enfermée, les volets fermés, limite. Jouer à Fortnite, Roblox, Minecraft, Brawl Stars, tous les jeux. Ryan est devenu accro en quelques semaines. À l'époque, quand il n'y a pas école, il reste parfois 12 heures par jour devant un écran. Sa concentration baisse, ses résultats scolaires aussi. Il sortait pas. On le voyait pas dehors, c'était toujours dans sa chambre. On le voyait pas, il revenait juste pour manger en fait, ou pour jouer à la console dans la pièce principale, quoi. Il fallait râler, il fallait piquer le téléphone. Et alors là, quand on piquait le téléphone, il partait dans sa chambre et puis il était fâché, quoi. Il était en colère et il mettait le bazar dans sa chambre. Limite à tout retourner. J'avais une colère profonde, très forte, parce que je voulais y jouer, parce que ça me servait à me détendre, sauf qu'en fait, au final, ça faisait tout le contraire. Les parents de Ryan se sentent alors de plus en plus démunis. C'était pas mon fils, quoi. C'était compliqué. On savait plus quoi faire avec lui, quoi. Au bout d'un moment, c'était limite à se dire, vas-y, regarde tes écrans et puis tu nous fous la paix, quoi. On avait l'impression d'être nos mauvais parents aussi. Ouais, c'est vrai que des fois, on se demandait dans le coup, qu'est-ce qu'on a fait de mal, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de travers pour que ça se passe comme ça? Si Ryan et ses parents parlent au passé, c'est qu'ils ont décidé de se faire aider. On y va? Dans ce centre médical, Sabine Duflo reçoit un jour par semaine des ados accros aux écrans. La première fois qu'on s'était rencontrés, ça fait 1 mois. Et vous aviez mis un contrôle parental, mais il l'avait détourné, déjoué. Oui, il y arrivait quand il voulait. On trouve ça facilement pour détourner le contrôle parental. Il y a tout sur YouTube. C'est dingue. Ici, 90% des patients sont des garçons, moyenne d'âge 14 ans, jouant comme Ryan à des jeux vidéo gratuits en ligne multijoueurs. Tous ces jeux ont un point commun, la récompense aléatoire. On va prendre un exemple concret. Dans Fortnite, l'objectif, c'est de tirer sur les autres avant qu'ils vous tirent dessus. Et lorsque vous vous déplacez, vous pouvez tomber sur votre chemin sur des armes de bonne qualité qui vous permettent de bien vous défendre ou d'autres pas. Et ça, c'est totalement aléatoire. Et c'est cet aléatoire-là qui crée la dépendance. La seule comparaison qui me paraît valable, c'est l'alcool ou des drogues dures. Pour la psychologue, il n'y a qu'une solution pour se sortir de cette addiction, le sevrage. Si votre enfant avait 13 ans et vous disiez, voilà, il a un problème de boisson, il boit sans arrêt, vodka le matin, whisky l'après-midi, et que je vous prescrivais un sevrage, vous trouveriez ça normal? C'est la seule solution. Là, c'est la même chose. Les premiers jours, le sevrage est difficile pour Ryan. Mais en quelques semaines, la méthode fait ses preuves. Je sens toujours que j'ai vraiment cette envie d'écran, de jeux vidéo, de tout. Mais je pense vraiment plus à mes amis,
à sortir avec eux. C'est vrai qu'avant, on ne l'entendait pas. Il rentrait, il était sur son téléphone dans sa chambre. Donc, en fait, on ne l'entendait pas. C'est vrai que maintenant, on a une pipelette. Mais bon, c'est beaucoup plus agréable quand même de l'entendre parler, discuter et tout ça. Aujourd'hui, en France, les enfants ont en moyenne leur premier smartphone à l'âge de 9 ans et passent plus de 4 heures par jour sur un écran, hors temps scolaire. Beaucoup de professionnels de santé alertent sur les risques pour la santé mentale et physique des enfants et des adolescents. Détérioration de la qualité du sommeil, exposition à des contenus violents ou à caractère pornographique, stress, troubles anxieux ou dépressifs, baisse de l'attention. Face au danger, certains parents ont décidé de s'unir pour ne pas équiper leur enfant de smartphone. Anne-Laure Bailly est l'une des responsables du pacte Grandir mieux sans smartphone. L'idée, c'est que si les copains de ton enfant n'ont pas de smartphone, il sera beaucoup plus facile de résister parce que l'argument de « mais je suis le seul » ne tiendra plus. On discute avec les parents des copains de son enfant, 2, 3, 4 couples de parents, et on dit « ok, voilà, passage en 6e qui est un gros cap, nous on compte pas donner de smartphone, et toi tu comptes faire quoi, etc. » Parce que c'est ça qui fait craquer les parents, c'est la culpabilité de se dire « mon enfant va être le paria, mon enfant va être le seul, il va être complètement isolé ». J'ai pas du tout envie d'avoir un enfant accro aux écrans. Gaëlle fait partie de ces parents qui ont adhéré au pacte. Sa fille Clémentine est en 4e. Moi, je le vois sur des enfants de l'âge de Clémentine ou même de ses frères et sœurs qui sont en 6e et CM2, où en fait, ils savent plus jouer. Il ne se passe plus rien, il n'y a pas de moment de pause, il n'y a pas, la créativité qui déborde, l'imaginaire, toutes les histoires qu'ils peuvent inventer, tout ça, ça n'existe pas. À bientôt 14 ans, Clémentine est une exception. Heureusement, 2 de ses amis ont comme elle un simple téléphone à touche. Je me sens moins seule et surtout, on passe plus de moments ensemble. On échange beaucoup plus. On n'est pas chacune sur son téléphone en train de regarder des vidéos et à dire « Ah, regarde, ça c'est trop bien » et c'est la seule parole qu'on s'échange. Dis-moi, Clem, je crois que tu as ta dictée à faire. Malgré la bonne volonté de Clémentine et la détermination de ses parents, difficile d'échapper aux écrans. Ce jour-là, la collégienne a un devoir à faire en ligne. Non seulement, virgule. Il ne me croit pas, virgule. C'est pas très juste parce que déjà l'école en début d'année nous a dit qu'ils étaient contre les écrans et là ils nous donnent des devoirs à faire sur écran, donc c'est un peu aucun sens. Moi, je freine et en face, il y a l'école qui demande. Alors, je comprends que ce soit plus facile, mais est-ce que plus facile veut dire mieux? Je ne suis pas certaine, en fait. Comment gérer ces injonctions contradictoires? Nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale quelles solutions étaient envisagées pour ne pas obliger les parents à équiper leurs enfants d'écran. Nous n'avons pas eu de réponse. Depuis la rentrée 2025, les smartphones sont interdits dans tous les collèges. Mais cet établissement parisien a décidé d'aller plus loin. Les élèves n'ont pas le droit d'apporter un smartphone, même éteint, au fond de leur sac, et n'ont plus accès au logiciel de vie scolaire Pronote. Pas le choix, ils doivent désormais écrire leurs devoirs à la main. Donc, vous prenez votre agenda pour le mardi 7 avril. Apportez le cahier d'exercice. Ça permet d'expliciter les devoirs qu'on donne de manière plus précise, d'avoir des questions tout de suite qui reviennent par rapport à ce qu'il note. Ça rend plus actif l'élève, plus conscient de ce qu'il a à faire, pas faire. Sébastien Blondeau est le principal du collège. C'est lui qui porte cette expérimentation. J'ai demandé l'installation d'écran. Et sur cet écran, on va avoir les différentes informations qu'on retrouvait sur Pronote. Par exemple, les modifications d'emploi du temps. Mais c'est sûr qu'au début, il y a eu des couacs, je vous le dis tout de suite, parce qu'il a fallu
se réhabituer à parler aux élèves, à leur communiquer directement sans passer par le truchement de Pronote. Sébastien Blondeau n'a pas seulement interdit Pronote aux élèves, il a aussi demandé aux enseignants de ne plus donner de devoirs nécessitant un écran. Le principe est très très simple, c'est d'expliquer aux élèves et aux parents qu'un enfant n'a pas besoin d'un smartphone pour son travail scolaire. Ça ne sert à rien. Alors c'est un coût. Oui, ils ne peuvent pas regarder en ligne la vidéo du volcan en éruption. C'est dommage, je le conçois bien. La carte donnée en couleur par le prof d'histoire-géographie elle sera en noir et blanc parce que c'est la photocopie est en noir et blanc. Donc on manque plein de choses. Mais non, les risques sont trop importants. Pas question pour autant de proscrire le numérique. Ici, des salles informatiques et des tablettes sont disponibles, mais uniquement sous la supervision d'un professeur. Moi-même, dans mes cours, j'utilise très régulièrement à la fois des sites internet, des outils numériques, l'intelligence artificielle aussi. Donc on ne bannit pas le numérique, mais on l'encadre et on reprend la main par rapport à une utilisation un peu sauvage qui avait commencé à se faire. Si les élèves de 6e sont plutôt favorables, les plus grands, eux, grincent des dents. Ils ne sont pas contents, bien sûr, évidemment, parce que pour eux, c'est une interdiction ils n'aiment pas. Mais dans leur intérêt, je pense que c'est la meilleure des choses qui leur est arrivée. Parce qu'avant, c'était que les téléphones, et quand ils sont sur le téléphone, c'est les réseaux sociaux, c'est Snapchat, TikTok, et ainsi de suite. Et ce n'est pas des réseaux sociaux, honnêtement, qui leur permettent d'avancer dans leur scolarité. Ces expérimentations portées par une poignée d'enseignants et de parents sont encore marginales, mais témoignent d'une volonté commune, permettre aux adolescents de vivre leur scolarité sans tomber dans le piège du tout numérique.